Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens, j'accueille Nicolas Pigneros. Nicolas pilote 2 projets liés aux jeux sur le campus de l'Université Paris 13. Il y a un Game Lab, le Ludomaker, qui permet de créer des jeux et qui fonctionne depuis 5 ans. Et plus récemment, c'est un Lego Education Innovation Studio qui a ouvert ses portes. Cet espace offre la possibilité de concevoir des ateliers pédagogiques avec les briques Lego et de former les enseignants. Bonne écoute. Donc bonjour Nicolas Pigneros. Donc tu es enseignant en game design, facilitateur Lego Serious Play et Game Lab Manager à l'Université Paris 13. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Game Lab ? Et un Game Lab, c'est pas une définition écrite sur pierre. Et ce qu'on appelle un Game Lab, c'est un espace où on peut tester, créer et faire la recherche sur des jeux de société en particulier. Aussi sur des jeux. Ok. Et en quoi consiste ton travail du coup au sein du Game Lab qui s'appelle aussi le Ludomaker, je crois ? Donc oui, tout à fait, le Ludomaker, c'est un espace qui a été créé en septembre 2015 et on a fait l'inauguration en juin 2016. Et l'idée, c'était accompagner les étudiants dans un premier temps du master sciences du jeu à l'Université Paris 13 et avec l'idée que il fallait un espace pour créer des jeux de société, et ce qui n'était pas le cas avant. Et étant donné qu'il y a un marché en croissance du jeu de société, pourquoi pas penser à l'idée de faire la recherche, la fabrication et le développement des jeux de société. Donc ça, c'était la question de départ pour le Lawmaker. Et puis, étant donné qu'on est dans une université, ben, il y a des enseignants qui se sont intéressés, des associations à côté qui se sont intéressées sur ce qu'on faisait. Et du coup, mon travail qui était au départ, la première année, c'était la mise en place du lieu, c'est transformer en développement de projets sur le jeu, en développement des espaces d'apprentissage et de support de création de jeux pour les enseignants aussi. Et voilà. D'accord. Donc l'idée derrière la création du Game Lab, c'était d'apprendre ou créant ou de produire son propre matériel ludique à des fins éventuellement pédagogiques. Et les deux, en fait, j'ai aussi bien j'accompagne des projets, des gens qui veulent créer des jeux pour simplement le loisir. Ça, c'est complètement possible. Et j'accompagne aussi des démarches pédagogiques aussi. Donc, des enseignants dans la plupart qui veulent créer un format de jeu pour son cours, adapter un contenu. Et voilà. Donc le Game Lab il est ouvert à la fois aux étudiants, aux enseignants, et tu as parlé un petit peu d'associations, je crois aussi. Donc c'est ouvert à tout le monde ou c'est ouvert que aux personnes de l'université ? Non. Et il y a le Ludomaker, il est ouvert à tout le monde. Et c'est pas exclusivement aux enseignants, aux étudiants ou aux membres administratifs de l'université. C'est ouvert à tout le monde. Sauf que le fait qu'on soit à l'intérieur de l'université Paris 13, ça fait que il y a des restreintes d'accès. Mais en principe, l'espace, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucune restriction, sauf que, étant donné qu'on est dans les campus, et il faut demander un rendez-vous en amont pour y accéder. Est-ce qu'il y a une sorte d'abonnement où il faut être membre pour pouvoir utiliser cet espace ? Non, pas du tout. Et il n'y a pas un amendement, il y a en fonction des cas, je m'adapte en fonction des projets. Et par exemple, avec les associations, ce que je fais, c'est qu'on fait un partenariat d'échange des consommables. Donc,
J'accompagne la création d'un projet pour une association. En contrepartie, l'association, elle va payer en fonction du projet le temps de mon travail ou les ressources utilisées pendant le temps de développement. Ça dépend aussi de l'état du projet. Si c'est un projet qui commence dès le départ ou c'est un projet qui est en train de se finaliser et l'association elle veut juste des petits contacts ou des petits détails, des petits rajustements du jeu. Donc, je m'adapte en fonction des projets. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme outil du coup dans cet espace qu'on va pouvoir utiliser? Donc, le Ludomical, il est divisé en deux parts principalement. La première partie, c'est un espace de création où on a des imprimantes 3D, du matériel de création de jeux de société, donc des pions, des dés, bâtons d'école, ciseaux, papier. Et on a un traceur pour faire des plateaux, des imprimantes pour faire des cartes, des plastifieuses et essentiellement le matériel pour créer les prototypes d'un jeu de société. Ça, c'est la partie création. Et après, il y a la partie ludothèque où on a quelques titres des jeux vidéo. On essaye de commencer une collection des jeux vidéo. On a reçu un don assez important d'un ancien enseignant du Master Sciences du jeu. On a une collection de plus de 300 titres des années 90 en CD-ROM, donc une petite vidéoludothèque qu'on commence à mettre en place. Et puis, on fonctionne sur le système de dons pour les jeux vidéo. Donc, on a reçu des consoles de Nintendo des années 90, des Neo Geo, PlayStation 2 et différents titres, différentes consoles qu'on essaye de remettre à un niveau et de trouver des jeux pour s'en servir. Et puis la partie la plus grande, et c'est le côté jeu de société où on commence pareil, on a acheté un fonds initialement d'une centaine de jeux. On reçoit, euh, on reçoit pas mal de dons des étudiants, des enseignants, des gens qui ont trop de jeux de société dans son grenier. Et on commence à faire une bonne collection avec des vieux jeux, des jeux récents et des nouveautés. Et donc, on est déjà à plus de 150 titres. Et plus, on a les jeux qu'on a créés ici même, avec les étudiants ou avec des enseignants. Quel lien faites-vous entre la partie ludothèque et la partie création? Est-ce que c'est complètement indépendant ou est-ce qu'on va se servir de jeux existants pour essayer de prototyper un nouveau jeu? Tout à fait. L'idée, c'est que, bon, je... c'est comme si dans une bibliothèque, on aurait un espace pour écrire et faire un prototype de son propre livre. Donc, ce cas-là, c'est exactement la même chose. On peut consulter les choses qui ont été déjà faites en amont. Comme ça, on va pas se répéter nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a une petite ludothèque de 150 de jeux. Et comme ça, on peut voir qu'est-ce qui se peut se faire aussi s'il y a des passerelles avec les jeux vidéo. Parce que des fois, il peut y avoir des mécaniques du jeu vidéo qui peuvent être transposées en jeu de société. C'est pour ça qu'on a les deux espaces sont liés l'un à l'autre. Et quel type de jeu peut-on créer grâce au Game Lab? Et on peut créer principalement des jeux de société et on commence à explorer la question du jouet, qui est un autre sujet assez important, mais qu'on commence jusqu'à présent à le développer. Mais principalement, ce sont deux choses différentes, soit des jeux pour la pédagogie ou des jeux complètement pour le loisir. Et dans ce cas-là, on le fait sous forme de cours pendant le master ou on fait aussi partie de cours de la licence Game Level Design de Bobigny, à Paris 13 aussi, et dont on fait des cours assez particuliers. On essaie de se lancer sur des formats de Game Jam et pour proposer aux gens pendant une semaine ou un week-end
de faire la création de jeux de société rapidement, Sur un thème donné. sur un thème en particulier, tout à fait. On a déjà fait un game jam il y a 3 ans sur les mathématiques, ça s'est super bien passé et j'aimerais bien lancer la démarche d'en faire autre. Mais encore une fois, je reste restreint par rapport aux horaires d'ouverture de l'université. Et du coup, c'est intéressant, tu parles de game jam. Comment ça se déroule de manière générale la création d'un jeu? Dans un format game jam ou en général? Alors, qu'est-ce qui va changer entre les deux? Bah, c'est le temps de développement sur un format game jam d'une semaine ou d'un week-end. On a un jour pour développer une idée, on a un autre jour pour créer un prototype et un troisième pour le présenter. Donc, ce sont des délais assez courts. Tandis que, par exemple, pendant les cours de création de jeux de société que je fais tout au long de l'année pendant le master 2 des sciences du jeu, et on commence en novembre et un processus de découverte de toutes les jeux de société qui existent déjà. Bon, pas tous les jeux, mais les plus emblématiques. Et on commence à faire une recherche. On va faire aussi déterminer une cible, déterminer quel objet, quel type d'activité, quel type d'expérience on veut faire, on veut construire. Et c'est développé en 2 temps, donc dans une première partie exploratoire et une deuxième partie pendant le second semestre, où on va affiner le détail de l'expérience qu'on veut faire. Et pendant aussi la seconde partie, on va créer un prototype en accord à ces besoins qu'on a déterminés au départ. Donc ce sont deux démarches complètement différentes et les attentes c'est complètement différentes et les produits c'est complètement différent aussi. Donc ce sont deux formats Game Jam où pendant plusieurs mois ce sont deux démarches différentes. D'accord. Est-ce que tu as des exemples de jeux qui ont été développés grâce au Game Lab? Et on commence à faire une petite ludothèque sur place, sur des jeux qui ont été créés ici. Donc il y a deux choses différentes. Il y a les jeux qui ont été créés par les étudiants, avec principalement un but ludique, de loisir. Et encore une autre ludothèque avec des jeux de société qui ont été créés avec un but éducatif. Et pour des jeux avec un but éducatif, il y a Aléa et avec Michael Huchette qui travaille à l'ESP. Et ici même sur place, on a créé Erasmus et Mundus avec Cécile Forel. Ça, c'est deux exemples de projets. Et après, les projets des étudiants, j'ai commencé à cumuler plusieurs. Et il y a Space Cop, Oh My God, Castle Fun, et The Moral Maze, les Track, et les Vilains Circassiens. Et j'ai commencé à en faire plusieurs. Il y a aussi Sandor. Et il y a plusieurs titres, mais évidemment, ce sont des jeux qui sont pas très connus. Ils sont présentés chaque année à Paris et Ludique. Et donc, ceux qui écoutent ce podcast, je vous invite à participer à Paris et Ludique. Chaque année, on va présenter les projets des étudiants. Il y en a certains qui sont édités. Et on a eu, il y a 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus très bien, et avec une étudiante qui a créé un jeu de société qui s'appelait Le meilleur pâtissier. Et le jeu, il a été pris par un des éditeurs de société, je ne peux pas dire lequel. Et, et pour être testé, être analysé si c'était possible de le faire. Et, mais j'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Et l'envie de cet espace, c'est pas forcément que les jeux soient édités. S'ils sont édités, tant mieux. Mais c'est de créer une première expérience pour les étudiants de qu'est-ce qu'est une création de jeu de société. Après, et avant la création du Ludo Maker, et une des raisons pour laquelle on s'est dit que ça serait une bonne idée de créer un espace comme ça, c'est parce que Christophe Rambaud, un ancien étudiant du master, et bah, pendant son année de master, il a créé Colt Express, et qui est un succès
assez remarquables. Il a eu le Spiel et le prix à Cannes. Et donc, c'était un peu le point de départ pour se dire, OK, ça pourrait être intéressant de lancer la démarche des étudiants par rapport à ce type de projet. Donc, oui, ils peuvent être édités, mais c'est pas l'objectif non plus. Et du coup, au début, tu parlais de réunir un aspect recherche, fabrication de jeux société. Comment s'inscrit la recherche dans cet environnement-là? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et bah, ce sont plutôt les membres. Moi, j'ai fait un travail assez pratique, même si ça m'intéresse beaucoup la recherche. Mon travail, c'est assez sur la fabrication et conception de produits. Et je suis designer de formation. Et la recherche, ce sont mes collègues Vincent Savant et Vincent Berry qui travaillent sur la question du jeu de société en particulier. Ils ont participé à la recherche et je viens d'oublier le nom, de l'enquête, et qui était censé de faire un petit historique de qu'est-ce que jouent les gens et à quel âge, quels sont leurs intérêts, quel est son niveau de culture ludique. Et donc ça, c'est les premières étapes de recherche qu'on commence à faire ici. Hmm, On va à futur se lancer sur d'autres recherches, mais je fais pas de spoil pour l'instant. Et ça viendra et ça sera présenté sur notre site internet. Alors le Game Lab Ludomaker va fêter ses 5 ans en 2020, je crois, si j'ai bien calculé. Oui, Euh, Quel bilan tires-tu de ces 5 années d'activité? et qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a d'autres institutions comme la nôtre, comme celui du, euh, de Philippe Lépinard. Et il y a eu les cris avant. Et il y a eu d'autres lancers comme la nôtre. Et c'est bien qu'on arrive en cinquième année. Et je pense qu'il faut centrer plus nos envies par rapport à l'espace, par rapport aux envies et projets qu'on fait en ce moment. Et parce que il y a beaucoup de demandes de plusieurs types. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir se concentrer sur une activité et pas toutes les activités pour arriver à faire des projets en ligne éditoriale, on va dire, plus concrètes par rapport aux jeux de société. Et mon bilan aussi, c'est que le secteur il bouge beaucoup, la recherche sur le jeu de société elle commence à changer, à évoluer, et ainsi que la recherche sur les jeux vidéo. Par exemple, on va à l'Indiecade et j'étais il y a 2 ans et il y avait quelques présentations de jeux de société déjà. Et cette année, il y en a eu beaucoup plus de présentations de jeux de société. Donc c'est bien de voir que sur le milieu académique, sur le milieu où on présente nos créations, il y a aussi un intérêt pour les jeux de société. Donc je pense qu'il faut participer à ces événements et faire partie de la communauté académique de création de jeux de société. L'autre bilan que j'ai fait, c'est qu'on est très content parce que la présentation qu'on fait chaque année au Paris Ludique de création des étudiants, et ça a un effet super positif parce qu'on commence à avoir une visibilité grâce au festival. Et bah, il y a plus de 15 000 personnes, si je me rappelle bien, sur un week-end. Donc on commence à avoir des gens qui se rappellent ou des gens qui vraiment s'inscrivent au master parce que c'était grâce au Paris Ludique qu'on a pu se rencontrer et avoir une visibilité sur ce qu'on fait sur l'année. Aurais-tu des conseils à donner aux personnes qui souhaitent créer des jeux avec une fin utilitaire autre que celle du divertissement? Oui, et j'en ai un en particulier et celui que je rencontre le plus souvent avec les enseignants. Et c'est de savoir quelles sont ses envies
et par rapport à ces projets à la fin. Parce qu'il y a deux façons de faire pour moi. Il y a, sur tout ce qui est jeu pédagogique, il y a la transmission des connaissances ou le contrôle des connaissances. Et des fois, pour les enseignants, c'est pas très clair cette envie. Et c'est complètement deux démarches de création des jeux qui sont complètement différentes. Sur la première, je vais transmettre un contenu, donc j'apprends les chiffres pour dire n'importe quoi. Et sur les deuxième cas, les contrôles de connaissances, je fais tester aux élèves s'ils ont vraiment appris les chiffres avec ce jeu-là. Donc, ce sont deux façons de faire un jeu et il faut que ça soit vraiment clair dès le départ. D'accord, que l'objectif final soit clair, quoi. Oui, complètement. Alors, il y a un deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le Lego Education Innovation Studio. Oui, C'est une nouvelle aventure que tu vas commencer avec la mise en place de ce studio, toujours sur le campus de l'Université Paris 13. C'est le deuxième studio en France après celui de la Cité des Sciences. Qu'est-ce que c'est concrètement un Lego Education Innovation Studio? et c'est un espace, euh, et en fait, c'est un espace d'innovation, comme ça dit son nom, c'est sponsorisé par Lego Education. Et Lego Education, c'est une identité de Lego qui vise 100% de l'éducation. Donc, oui, on utilise les mêmes pièces qu'on peut acheter en boutique Lego, mais ce sont des kits, des ensembles qui sont complètement censés d'être éducatifs. Donc, l'ISA, on peut faire le lien sur ce qu'on fait à la maison et sur ce qu'on utilise pour apprendre. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace-là? Et l'idée, ce sont deux projets. Et il y a un projet à caractère social dans un premier temps. Donc, l'idée, c'est de faire des partenariats avec les écoles, les collèges, les lycées qui sont adjacents à l'université pour leur proposer des projets sur l'éducation. Là, en ce moment, on est en contact avec les collèges Jean Villard pour faire des projets avec eux. Et dans un deuxième temps, et c'est aussi la formation pour les enseignants. Et ça, c'est un énorme projet. Et l'idée, c'est qu'on va former les enseignants qui seraient potentiellement intéressés à utiliser les matériels Lego et dans leur cours, dans leur classe. Donc, on va les former sur différents matériaux et proposés par Lego en fonction de leur âge. Donc, on commence de Duplo, après on passe sur la robotique simple pour des machines simples et on termine par des projets robotiques assez complexes. Donc ça, c'est les deux projets. Un projet caractère social et un projet formation des formateurs. Et qu'est-ce qu'on va apprendre grâce à l'utilisation de ces Lego? Tu as parlé de robotique, donc j'imagine qu'il y a de la programmation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés grâce à ces Lego? Tout à fait. Et en fonction de l'âge, comme je dis tout à l'heure, par exemple, il y a sur le Duplo, il y a beaucoup de projets avec des machines simples, avec des engrenages, avec des balançoires, beaucoup de concepts en physique qu'on ne va pas forcément décrire aux enfants de 4 ans, mais qu'ils peuvent commencer à avoir les bases de ce qu'est un concept de physique, qu'est-ce qu'un balançoire, quels sont les enjeux d'un engrenage, est-ce qu'on peut multiplier la force, et il y a beaucoup de concepts qu'on peut mettre en place dès tout petit. Et, et aussi en fonction de leur âge. Après, il y a des machines simples, donc avec des Lego techniques, on peut faire des machines beaucoup plus élaborées comme des ascenseurs, je sais pas, j'ai pas des projets en tête en ce moment, mais des projets qui utilisent principalement des engrenages, des roues et des élastiques, par exemple, pour la transmission dans une voiture, par exemple. Et après, on passe au côté robotique où on a les projets Lego WeDo
qui part de la programmation assez simple. Donc c'est un petit robot Lego qu'on va programmer avec une tablette pour des actions assez simples. Et puis, dans un deuxième temps, on a les Lego Mindstorms. Et ce sont des projets beaucoup plus évolués. C'est à partir de 9-10 ans. Et où on commence à faire des projets qui ont des capteurs, qui ont des, servomoteurs. Ce sont des constructions beaucoup plus compliquées, avec une programmation derrière assez compliquée par rapport au projet. Comment se déroule normalement un atelier lorsqu'on utilise des Lego dans ce contexte-là avec des enfants? Et en fonction des l'âge, donc si je mets par exemple un projet robotique de Mindstorms, on va commencer par la construction d'un modèle de base. Euh, donc on va faire par exemple une petite voiture et avec son module de robotique, donc la carte qui fait les actions. Et puis dans un deuxième temps, on va programmer ce robot-là. C'est ce qui se passe, c'est qu'on donne les consignes aux enfants ou aux adolescents plutôt du fonctionnement du robot, mais on ne donne pas la réponse. Et c'est à eux de trouver les principes et la manière de faire pour que les petits robots qui sont construits, ils puissent s'adapter aux objectifs qu'on fixe dès le départ. Donc, on va faire qu'un petit robot récupère un objet et puis qu'il le ramène. On va leur dire qu'il y a des moteurs, qu'il y a des capteurs, mais c'est eux qui vont trouver la réponse pendant une ou plusieurs séances par rapport au projet proposé. Donc l'idée c'est on leur accompagne, on leur guide, mais on ne leur donne pas la réponse. Mhm. Est-ce que c'est complété avec un cours plus théorique ou des feedbacks réguliers sur ce qu'ils font? Hmm, je pense que le feedback se fait immédiatement à la fin de la séance, systématiquement à chaque séance. Et parce que c'est en fonction des résultats, des partages. Et sûrement, on travaille par équipe de deux ou trois, et sûrement, il y aura une équipe qui va trouver la réponse plus rapidement ou plus effective que d'autres équipes. Et l'idée, ce n'est pas de faire une compétition en soi, mais de voir quels étaient les points forts ou les moments où c'était facile pour certains groupes de développer une ou une autre chose pour y arriver au but. Et alors, pourquoi utiliser des Lego? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire avec d'autres outils? Et oui, sur le marché, il y en a plein de robots. Et, mais à mon avis, c'est complètement personnel. Et je pense que les Lego, ils développent des compétences qu'il n'y a pas sur les autres robots, surtout tout ce qui est développement de construction. Et l'autre, c'est de la facilité d'arriver à un prototype fonctionnel rapidement. Parce que j'ai déjà travaillé avec des projets avec Arduino où il y a la programmation, il y a la construction du robot aussi, mais ce sont des projets qui sont à plus long terme et la fabrication n'est pas évidente parce qu'on commence avec rien en fait, on commence avec la carte mère, on commence avec une autre carte pour programmer le moteur, les capteurs et l'interface visuelle n'est pas aussi simple que celle de Lego. Donc ça, c'est mon expérience. Peut-être qu'il y a d'autres façons de programmer un plus Arduino plus facilement, mais pour moi, c'était pas évident dès le départ. Je pense qu'il faut mobiliser beaucoup plus de compétences et la solution de Lego, c'est assez adapté aux besoins des enfants à cet âge-là, parce qu'il faut penser aussi que euh, cette génération, à mon avis, elle est plus habituée aux résultats immédiats. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais avec le matériel Lego, on peut arriver à atteindre des objectifs rapidement. Tandis que sur les autres plateformes, on est plus dans la culture maker. On va développer une plateforme. Si ça marche pas, on passe à une deuxième étape. Et donc, je pense que ce sont deux approches différentes
par rapport à ça. Donc je pense que le Lego, et comme la plupart des gens, ils ont déjà eu un contact en amont, ça fait que la démarche de prototypage soit beaucoup plus rapide et la mise en place de la programmation soit beaucoup plus facile aussi. Donc pour moi, c'est ça le point fort de Lego. En sachant que je travaille pas pour Lego, j'utilise aussi d'autres matériels. Bah, j'ai déjà utilisé dans le passé, mais, euh, mais, mais je pense que c'est assez adapté aussi. D'accord. Euh, Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui souhaitent justement utiliser des kits Lego Education dans leur activité d'enseignement? Je pense que c'est comme n'importe quelle autre activité, il faut et vraiment se concentrer, voir quelle est la motivation des étudiants d'abord, puis voir quelles sont mes compétences par rapport à ça, par rapport à l'utilisation de Lego en classe. Mais je pense que c'est une super idée parce qu'en fait, on fera les tests bientôt. Mais je pense que si on mobilise des enfants sur des projets de création de robotique, par exemple, ou des machines simples, ça va les faire, ça va les faire avancer sur des concepts qui sont assez simples à expliquer, mais si on n'a pas le matériel nécessaire, ben, on ne pourra pas les mettre en place, en fait. Est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Et j'en connais beaucoup de personnes, et surtout des enseignants ici à l'université, et, et des gens qui travaillent sur des structures différentes. Mais je ne pourrais pas citer une en particulier parce qu'il y en a beaucoup de personnes. J'ai fait partie du comité organisateur de la journée Comment concevoir un jeu pour l'éducation, qui aura lieu le 18 décembre, où on invite une trentaine d'enseignants à présenter leur projet, et non seulement de l'Université Paris 13, mais partout en France. Et donc, je cite pas une personne, mais je vous invite à vous renseigner sur notre site, sur les personnes qui sont concernées, qui font déjà des projets pour l'éducation. Bah, justement, sur quel site est-ce qu'on peut aller s'informer, retrouver ces informations? Et donc, le site internet du Léo Miquel, on est en train de le remettre en place. On fait une deuxième version. Donc, en ce moment, et, il, euh, il n'est pas actif parce qu'on fait des changements. Mais si vous voulez nous contacter rapidement, vous pouvez aller sur le site Facebook du Léo Maker, et prendre des renseignements par rapport à ce qu'on fait sur le site Facebook. Et dans son deuxième temps, bientôt, on mettra en place le site internet, et je mettrai le lien sur Facebook pour qu'on puisse y accéder rapidement. Ok, bah, je le mettrai aussi en commentaire de l'épisode, en espérant qu'il sera disponible quand l'épisode sortira. Bon, bah, merci beaucoup Nicolas Pigneros pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!